Moi, j'ai beaucoup pris de l'armée. Cette expérience a été, je pense, la plus importante de ma vie. Parce que c'était quand même quelque chose de formidable. La Légion étrangère en particulier, à cette époque-là, c'est-à-dire avec comme adversaire le nazisme. On a vu des choses fantastiques, de courage, Et alors, bon, là-dessus, les Allemands se sont mis à devenir carrément méchants, malgré les croix rouges qui étaient sur le toit de notre immense ambulance qui était sous la tente, ou dans un baraque à Drian. Les Allemands sont venus en piquer dessus et ont envoyé 3 bombes. Elles ont éclaté, bien entendu. Moi, j'ai pris les éclats suffisamment pour être ôté de l'ambulance et mise parmi les blessés. Mon approche pour les blessés a été complètement différente. C'est tout à fait différent d'être dans un lit avec des malades et d'être dans une chose privée. On est perdu au milieu de ces gens qui sont perdus. Et moi, j'ai reçu ces éclats, ce qui était pas très agréable. J'étais au fond d'un trou, dans la fosse de graissage de mon ambulance. Et comme c'était la fosse de graissage, moi j'étais au fond de la fosse, qui était vide, et le reste a empêché que toute la maison me croule sur la tête. Donc, c'est une expérience assez périlleuse parce que dans le fond du trou, je me demandais si j'entendais parler italien. Je me suis dit, c'est clair, je délire, je suis folle, je suis en train je entendais un vrai langage mieux italien, napolitain, langage fantastique. Je me disais, c'est affreux, je suis en train de mourir, au fond d'un trou, et je crois entendre des voix, mais je n'entendais pas des voix. C'était bel et bien des Italiens qui étaient dans la Légion, qui disaient entre eux « Facciamo presto, presto, povera donna », etc. Donc, moi, on m'a tiré de là, et j'ai compris que mes sauveurs étaient italiens. Pour quelqu'un qui a été élevé en Italie, c'était évidemment une émotion épouvantable. Moi, même quand j'en parle maintenant. Donc, ce sont des flashs. Un jour, peut-être un jour, j'écrirai quelque chose, peut-être. On espère. On pourrait peut-être parler aussi du rapport de Marseille à la... Et des questions à la salle. Ce ne serait pas une idée? Bien sûr. Merci Edmond. Hein. Oh, merci. Claude. Moi, je cherche toujours à décerner dans l'œuvre de Edmond qu'est-ce qui se rapprocherait, que ce soit sur Marseille ou sur une autre ville, puisque vous avez aimé d'autres villes. Qu'est-ce qui se... chapitre entier, la descente de la 3e DIA, les Marocains, il faut le dire à voix très basse, mais c'est les Marocains qui ont libéré Marseille. C'est vraiment, si on veut chercher ce qui correspond le plus à ce qu'a été une ville occupée par les Allemands, défaite, le cul par-dessus tête, c'était une impression de la France effrayante. Qu'est-ce qui a redonné un peu de champagne à tout ça, un peu de... C'est la guerre. Marseille est identifiée avec cette période-là, du moins à mon avis. Identifiée dans les caractéristiques que vous nommiez tout à l'heure, la noirceur la pire et la beauté la plus grande. Absolument. Absolument. Et vous vous retrouvez bien dans ces caractéristiques que souligne André Suarez aussi, puisque c'est André Suarez c'est à André Suarez que j'emprunte ces termes-là. Il vit aussi et il décrit Marseille sans cesse comme une ville d'amour et une ville qu'il est aussi totalement. C'est la même chose pour vous. Oui, absolument. Je l'ai d'ailleurs dit, ça a étonné. Quand la guerre a été finie, j'ai mis 16 ans pour retourner à Marseille. Ça veut dire quand même quelque chose. Je voudrais demander à Philippe Cobert et Madame Charleroux, quelles sont les conditions maintenant pour se dire Marseillais à l'heure de la mondialisation? Est-ce qu'on peut dire que le Marseille de Suarez existe encore? Est-ce que à l'heure de la mondialisation... Philippe. C'est une question intéressante.
moi, je crois que oui. Et je crois que c'est... je crois que oui, bien sûr. Et je crois que c'est vraiment ce qui m'a fait donner l'envie de faire ce spectacle et de jouer ce texte, que je n'avais pas tout de suite l'idée d'en faire un spectacle, mais de le jouer, de le dire, ne serait-ce que pour moi-même. Et j'ai commencé à jouer ce texte il y a 15 ans, en fait. Puisque j'en avais fait... à l'époque, je jouais le spectacle que j'avais fait sur Aragon, sur l'île du Frioul, en face de Marseille. Et à la dernière nuit... il y a une sorte de nuit à Aragon avec le spectacle, un bal après qu'on faisait souvent. Il y avait des lits de cœur un peu partout pour que les gens puissent dormir ou faire ce qu'ils voulaient d'ailleurs. Il y avait des bals minuit, tout ça. Et au lever du jour, on est tous descendus au bout de l'île du Frioul et j'ai lu Marsillau sur le jour se levant sur Marseille. Et c'était, voilà, on voyait quand même tomber quelques combattants au champ de bataille. Comme parce que le sommeil arrivait comme les abeilles. Vous savez, quand le soleil pointe, les abeilles sortent et là, les humains dorment. Bon, bref, on s'était un peu trompé sur l'horaire, mais quand même. Et donc, j'ai fait ça, je l'ai fait aussi à la Vieille Charité, je l'ai fait au Théâtre du Peuple de Busan. J'ai réussi, ça a été compliqué, mais parce que Suarez était un grand ami de Maurice Potcher. Suarez a soutenu les Copiaux, Copo a soutenu le Théâtre du Peuple. Son meilleur ami c'était Romain Roland. Enfin, il était vraiment dans cette époque-là. Il était extrêmement. Et donc je suis allé dans ces lieux qui étaient importants pour lui pour lire ce texte. Et, par exemple aussi au Théâtre du Peuple, j'ai lu un autre texte de lui qui est extraordinaire, qui s'appelle Vue sur l'Europe, et qui sont une série on pourrait dire de chroniques, mais c'est plus que ça, où pendant 10 ans, il dit à l'Europe, il y a quelque chose de terrible qui est en train de se passer en Allemagne, c'est le diable, et il faut faire la guerre à ce monstre. Et il commence à dénoncer les premières persécutions antisémites, ça on en parlait tout à l'heure. Il commence à mettre le monde en alerte au moment évidemment où tout le monde essaye de transiger voilà, avec Hitler, Munich, etc. Et il écrit des imprécations qui sont d'une force et d'une beauté poétique plus fabuleuse, à tel point que son livre est interdit. Son livre est interdit pour injure à chef de l'État, ce qui paraît surréaliste. Et moi, je voulais aussi jouer non seulement les textes, enfin, une partie des textes, mais l'histoire du livre, parce que c'est quand même intéressant, avec le recul, de savoir jusqu'où allait la peur de s'en prendre à Hitler, quoi, et le prix qui a été payé ensuite. Et il a des visions, il voit les camps de la mort, il voit les fours crématoires, il raconte, alors par Moloch, par des visions ancestrales, par des visions, il dit voilà ce qui va se passer. Et j'ai lu et joué ce texte sur une piste de ski en été, bien sûr, dans les Vosges, avec un appareil à musique, avec Wagner. Et il parle aussi d'une chose magnifique, dont Romain Roland parle aussi, c'est de son amour déchiré pour l'Allemagne. C'est-à-dire, c'était des intellectuels qui étaient fous amoureux de la philosophie allemande, de Nietzsche, de Wagner, enfin des poètes allemands. Et il voyait, et il y a des textes extraordinaires de Suarez où il dit « Je ne pardonne pas à Nietzsche d'avoir donné dans son œuvre quelque chose qui a pu être récupéré par les Allemands. » Enfin, il y a une dialectique incroyable, mais... Bon, et j'ai joué ce texte avec trois petits projecteurs sur une piste de ski. C'était absolument extraordinaire, avec la forêt noire et des gens qui avaient vécu cette époque-là et qui entendaient ça. Et donc, tout ça pour dire que si j'ai eu... c'est petit à petit, je me suis dit, un jour, il faut que je fasse un spectacle sur Marsillau. C'est parce que je trouve qu'il y a dans ce texte, et tous les soirs quand je le joue, alors le mot est à la mode, tant pis, mais une modernité stupéfiante. C'est-à-dire, les fumées ne sont plus celles de la corderie, les fumées ne sont plus celles des matières animales, elles sont celles du pétrole, et les immeubles ne sont plus ce qu'ils pourfendent, le palais Longchamp, les escaliers, c'est des immeubles en verre. Mais il y a quelque chose, même dans la peinture de Marseille, que je trouve moderne, et qui rejoint une chose que je trouve que Marseille ne change pas. Moi, on me dit c'est plus pareil qu'avant. Moi, je trouve que ça ne change pas. Je suis de Saint-Louis. Quand je vais à Saint-Louis, au lycée Nord, que j'amène des copines ou mes amis, ou pour montrer, eh ben, je retrouve les mêmes chemins, les blocos où on allait embêter les amoureux quand on avait 14 ans, la campagne à l'évêque, enfin, etc. Et quelque chose de Marseille ne change pas, non seulement, bien sûr, dans l'humeur, dans le caractère, mais même dans le paysage. Malgré les dégradations des bâtiments modernes, je trouve que
Le vieux port reste le vieux port que décrit Suarez, même si les bateaux sont plus les mêmes évidemment. Et je vais même plus loin, je trouve que dans le panier, eh ben, le nom des rues dont parle Suarez, qui parle du grand bordel, du grand lupanar qui était là à ce moment-là, eh ben, il en reste quelque chose. Alors il n'en reste pas l'essentiel, on est d'accord, mais quand même il en reste une humeur là aussi. Je trouve que la bourse, alors peut-être c'est avec la bourse que j'ai le plus le sentiment de quelque chose, d'un monde passé. Parce que la bourse, c'est la porte de l'Orient, c'est la colonialisme, etc. Mais pour moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce spectacle, puisque mon arrière-grand-père était petit courtier à la bourse et a fait une fortune parce qu'il avait le sens du jeu, alors que sa passion, c'était la musique. Enfin, bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais c'est des personnages qui ressemblent à... C'est pour ça que j'ai cette barbe-là, parce que c'est la barbe qu'il avait. Bon, donc je repense à Antonin Badelon, qui était un mec incroyable, bon voilà, dont la mère était, pour vous dire quand même, sa mère était costumière à l'Opéra de Marseille, et lui a fait une fortune à la bourse, et donc il lisait Wagner, il lisait les partitions de Wagner, et 3 heures par jour, il allait jouer comme au casino. Bon, ça, c'est vrai que c'est une époque. Mais je trouve qu'il y a dans le texte de Suarez, y compris dans toutes les descriptions physiques de la ville, quelque chose qui est toujours aussi jeune et aussi vif. Et votre avis? Eh bien, dans la salle, il y a eu une question demandant si le Marseille que raconte Suarez est encore en vie aujourd'hui, s'il a encore des points de similitude, etc. Eh bien, ma réponse est oui, complètement. Elle est donnée ensuite parce que Philippe vient de dire il y a quelque chose de plus fort que le temps, que l'usure, qui dure sur Marseille, et en définitive, la ville change très peu. C'est mon avis, je ne sais pas quel est le vôtre. Moi, je ne suis pas marseillais, je suis avignonnais. Ah, là. Ah oui, ah oui. Mais il faut savoir que, vous ne savez pas peut-être les gens qui ne sont pas du Midi, c'est qu'à Avignon, on est très très loin de Marseille. Marseille s'arrête à la Porte d'Aix. Et quand on est avignonnais, on ne connaît pas Marseille. Non, non, d'ailleurs, on ne doit pas connaître, parce qu'Avignon est chic, et Marseille ne l'est pas. C'est toute la différence, il n'y a rien à faire. On dit d'ailleurs que c'est le cas de pas mal de villes du Sud. Moi, je suis avignonnais, et jusqu'à l'âge de 20 ans, je ne connaissais même pas la ville de Nîmes. 40 km, hein, quand même. Bon. On dit qu'à Nîmes, on n'aime pas Montpellier. Les Montpelliérains disent que les Marseillais, c'est vraiment une tribu la fin des qu'ils ne veulent pas haricots. connaître. Donc il y a quand même des phénomènes comme ça dans le Sud, d'étrangeté entre les villes, quoi. Non, Philippe? Et en même temps, je pense, qu'est-ce que c'est le film de Pagnol, où elle descend, où la jeune femme devient fille de... C'est Angèle, où elle descend à Marseille. Il y a ce rapport entre la Haute-Provence... Oui, très beau. C'est très beau, et elle va à Marseille pour se prostituer. Et il y a ce voyage entre la Haute-Provence et Marseille. Il y a quand même quelque chose de... Mais aller à Marseille, c'est peut-être aller à la capitale aussi, je sais pas, pour un Provençal, pour un... Je sais pas, mais... On se perd un petit peu. J'ai peur qu'on se perde avec Avignon et avec Nîmes. Parce que Marseille est une entité en soi. Je pense que s'il y a des rapprochements à faire, c'est plutôt avec Barcelone ou avec Gênes ou avec Palerme. La grande différence, c'est que vous citez des noms de villes qui ont des palais et qu'il n'y a rien de semblable à Marseille. Il n'y a pas de palais. Il y a d'ailleurs une phrase fantastique de Sandras dans L'Homme foudroyé qui dit cette passion qu'ont les Marseillais de tout démolir, de tout abîmer. Ils ont quand même démoli la chapelle qui était à côté de la cathédrale de Marseille pour mettre la cathédrale au XIXe siècle. Donc ils ont un certain plaisir ou un complexe. Je les crois aussi très timides. Nous n'en avons absolument pas parlé. Or, ils sont timides, tout en faisant les fiers à bras et les hommes à femmes. Ils sont timides. Ils ont une retenue.